Bonjour, aujourd'hui nous allons nous adresser au thème 32, les textes descriptifs, la structure et les caractéristiques du texte descriptif. Donc tout d'abord, je vais partager mon écran. Il faut aussi dire que ce thème va dans le bloc des typologies textuelles, donc les 31 textes narratifs qu'on a vus hier, et puis dans les prochains, l'explicatif, l'argumentatif et les dialogiques, ainsi qu'avec le thème 8 qui s'adresse à la communication écrite. Donc, elles reprennent aussi beaucoup le sujet des typologies textuelles et des textes écrits. Donc, aujourd'hui, nous allons donc nous spécialiser dans ce qui est du texte descriptif. Alors, comme sommaire, nous avons 4 grands points avec une introduction et une justification qui va être la même pour les 5 typologies textuelles. La définition du texte qui est aussi similaire pour les 4 premiers typologies textuelles. Nous ferons un autre point avec les dialogiques qui est plutôt oral et polygéré, alors que les textes narratifs, descriptifs, euh, argumentatifs, explicatifs sont des textes normalement monogérés. Et donc, puis les caractéristiques du texte descriptif, avec les 5 petits points de l'absence d'autonomie, les procédures descriptives, c'est avec féminin, d'accord, VES, classement rhétorique traditionnel, maintenant c'est masculin, oh mon Dieu, la description représentative, la description productive, la structure du texte descriptif et l'exploitation pédagogique. Et puis finalement, encore une conclusion qui sera aussi très similaire à celle des autres 3 textes, d'accord, 3 typologies textuelles, argumentatif, narratif et explicatif. Donc, nous allons tout d'abord donner encore une introduction et une justification comme quoi ce thème est totalement indispensable pour l'enseignement du français dans le secondaire ou encore dans le bachillerato, puisqu'il s'adresse à la composante textuelle et discursive, plus spécifiquement au texte descriptif. Et donc, ça, c'est une composante de la compétence de communication, de la compétence communicative qui est de l'objectif posé par les CECRL et les textes en vigueur. Nous allons donc commencer l'introduction par mentionner l'essor des recherches sur les typologies textuelles des années 60 et qui finalise, on va dire, en 1997 dans les recherches typologiques de Jean-Michel Adam, les prototypes typologiques. Et puis, nous allons dire qu'une description, d'après les dictionnaires, c'est une énumération des attributs d'un objet ou d'une personne. Donc, avec ça, on commence avec l'organisation textuelle. Je ne vais pas répéter ça ici, donc vous pouvez vous adresser au thème 31, où je l'ai très bien expliqué. Il y a encore des grands champs, des grands plans d'organisation, textuelle, et donc avec les 5 petits points dont ils sont composés. Et les caractéristiques du test descriptif, alors, dans tous ces thèmes, 31, 32, 33 et jusqu'au 35, nous avons les caractéristiques et les structures. Donc, d'abord, les caractéristiques du texte descriptif. Il faut dire que c'est un texte qui n'a pas d'autonomie. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas passer d'une description à une autre pour l'art de décrire. D'accord? Il faut avoir une description dans une autre typologie textuelle. D'accord? Donc, normalement, elle se trouve à l'intérieur du récit. D'accord? Tout spécifiquement, ça se passe dans la description représentative qu'elle se trouve à l'intérieur du récit. Et bon, nous verrons ça après. Donc, tout d'abord, il faut retenir cette leçon que on ne peut pas décrire sans ordre et sans limite. D'accord? Il faut qu'on décrive une chose. D'accord? Et puis, on la décrit parce qu'on veut dire quelque chose, mais pas pour décrire. D'accord? On ne passe pas de la description à la description. Donc, nous avons des procédures descriptives comme l'ancrage. L'ancrage qui peut être, s'il est effectué en début
Et avant le mot qu'on va décrire, c'est l'ancrage. Si c'est à la fin, c'est l'affectation, d'accord? Donc, un bel arbre, ce serait de l'ancrage. Je dis un arbre beau, ce serait l'affectation. Et puis la reformulation, c'est quand on a un mélange des deux, l'ancrage et l'affectation. La spectualisation, c'est quand on prend une partie, d'accord, un aspect, une partie d'une chose. Par exemple, cet homme est beau, son visage est merveilleux. Quand je décris son visage, je fais une aspectualisation de l'homme, d'accord? Et puis une mise en relation ou une comparaison, et cet homme est tellement beau que je deviens fou de lui, d'accord? Donc, ou même il est plus haut qu'un palmier, d'accord? Donc voilà, ça veut dire que le palmier est haut, donc l'homme est aussi très haut. La sous-thématisation, donc c'est très lié avec la spectralisation. Alors, quand on décrit le visage de l'homme et on dit après ses yeux sont spectaculaires, d'accord? On fait du visage une sous-thématisation et le visage devient alors un thème, d'accord? Devient alors le thème que l'on décrit. Encore, nous avons des classements rhétoriques traditionnels, comme ça peut être la topographie, évidemment du grec topos, donc on décrit un lieu très important dans les textes narratifs, je vous rappelle. Une chronographie, quand on décrit, évidemment, chronos, les temps. Une prosopographie, quand on décrit quelque chose de physique, de l'extérieur, d'accord? Quand on fait une étopée, c'est tout le contraire, on décrit quelque chose de l'intérieur, d'accord? Son âme, son esprit. Et puis le portrait, c'est le mélange des C et de, d'accord, de la prosopographie et de l'étopée. Donc, on fait un portrait, on décrit tellement de l'extérieur que de l'intérieur. Les parallèles, quand on le compare avec quelque chose d'autre, d'accord, et le tableau, quand on fait une description tout à fait complète, d'accord. Je vais vous lire la définition du tableau, c'est certaines descriptions vives et animées de passions, d'actions, d'événements ou des phénomènes physiques ou moraux. Donc, c'est un peu la description générale, si vous voulez, un tableau, peindre un tableau, non? Une image un peu métaphorique aussi. On dirait aussi la description du tableau en tant que classement rhétorique traditionnel est aussi un parallèle, d'accord? Alors, les caractéristiques du texte descriptif, on continue, c'est la description représentative. On a des types de descriptions, la représentative et la productive ou créatrice. Ici, nous allons nous adresser à la description représentative, d'accord, qui est celle qui normalement se trouve à l'intérieur du récit, d'accord, et qui sert à justifier, à décrire quelque chose, à donner, voilà, à donner plus d'informations de quelque chose, d'accord, du référent. Et donc, on a trois fonctions dans la description représentative. Elle peut être mathésique, d'accord. Dans la mathésique, c'est comme 20 000 lieues sur les mers de Jules Verne, où on trouve une volonté encyclopédique, d'accord, et le narrateur essaye à des différents moyens de justifier ses descriptions. Par exemple, il peut déléguer les savoirs à un personnage spécialiste, il peut faire parler un médecin pour parler des maladies ou au capitaine Nemo, d'accord, quand il parle aussi de certains aspects de la mer, des bateaux. Il recours au programme narratif du type visite du domaine du propriétaire du savoir, d'accord. Donc, quand on va je ne sais pas, chez un expert et qu'on trouve dans la bibliothèque des différents livres, voilà, des cahiers, des carnets, etc. Tout ça, c'est une description aussi où l'information est passée grâce au domaine du propriétaire du savoir, donc très lié avec les petits points A. La présence à l'intérieur du territoire visité des lieux prétexte, introduction de la description, c'est par exemple la fenêtre hublot chez Jules Verne, d'accord, c'est une fenêtre d'où l'on voit tout ce qu'il y a de l'extérieur, d'accord. Donc, quand on s'approche de cette fenêtre, on sait qu'il va y avoir une description, d'accord, parce qu'il va décrire ce qu'il voit. Puis la métamorphose du paysage, d'accord, décrit un spectacle digne d'intérêt, d'accord, quand on décrit un paysage, voilà, parfois on le métamorphose.
Puis l'effacement de l'acte de transmission du savoir de l'écrivain par la narrativisation de son appropriation par les personnages sous la forme d'une action particulière de la lecture. D'accord? C'est comme parfois les personnages lisent. Voilà, donc ça pour la fonction mathésique. Puis dans la fonction mimésique, du mime, d'accord? Donc on va décrire l'espace et les temps, d'accord? Donc espace et temps jusqu'ici. Et donc on pourrait aussi parler de l'effet entre réalité et vérité, d'accord? Cet effet de réel est obtenu par des descriptions restreintes à une dénomination et des connotateurs de réel prennent des formes diverses, désignation d'un objet, d'un aliment, d'un geste, d'un vêtement, qu'il soit laissé tel quel dans leur étrangeté dénotative ou qu'il soit accompagné d'une extension nominale à la fonction explicative. D'accord? Il faudrait dire aussi que dans la fonction mathésique, avant, on peut trouver aussi un taux élevé des vocabulaires spécialisés qui parfois les auteurs alternent avec deux techniques, soit accumuler dans la description une nomenclature technique pour donner un effet de scientificité ou au contraire, atténuer l'illisibilité des nomenclatures spécifiques à l'aide des différents procédés comme l'adjonction à la nomenclature illisible d'un prédicat, un adjectif, une apposition relative, ou l'injonction à la nomenclature illisible d'un prédicat comparatif, métaphorique ou des reformulations sans se faire partie des connaissances communes. Puis finalement, dans la fonction sémiotique, c'est celle qui est peut-être la plus importante, la plus répandue, si vous voulez. Alors, c'était Guy de Maupassant qui écrivait qu'il ne s'agit pas d'un roman, qu'il ne s'agit pas pour un roman d'être vrai, mais de donner l'illusion du vrai. Pour cela, il parle de l'insertion de la description dans le récit, d'accord? Insertion dans le récit. Donc, pour donner un pouvoir hallucinatoire, nous avons besoin de ce phénomène d'hétérogénéité. Le descriptif peut se manifester sous la forme de micro-propositions, d'accord? Ça peut être sous un camouflage. Donc, d'abord, ensuite, à gauche, voilà, on décrit quelque chose dans un texte chronologique et spatial, on va dire prototypique, ou par une justification de la description, alors quand on a les modes différents de voir, dire et agir ou faire, d'accord? Donc, on va motiver alors la pose descriptive, par exemple, par une description du type voir, quand un acteur doué de la possibilité de voir, d'observer, va nous raconter ce qu'il voit, ce qu'il observe, d'accord? Ou une description du type dire, alors quand un agent va décrire quelque chose, d'accord, va nous indiquer, montrer, expliquer ce qu'il fait, d'accord? Ou une description du type faire, d'accord, quand on a une série d'actions, même si c'est des verbes, normalement nous associons les adjectifs à la description, alors que ça pourrait être aussi des verbes, des phrases, etc. Donc avec des actes, d'accord? Nous trouvons aussi des dramatisations des objets et donc des descriptions. Puis, on a la sursignifiance des descriptions dans un récit, dans un deuxième point dans la fonction sémiotique. Dans cette sursignifiance, on trouve soit enfin pas soit, mais on trouve d'abord une fonction focalisante. Donc, l'objet décrit n'existe pas en soi, mais c'est une perspective narrative, une vision, une focalisation, un point de vue qui peut être du type octoriel, d'accord? Donc, d'abord, c'est l'auteur qui le décrit, ou de type actoriel. C'est un personnage du roman, du récit, qui le décrit. Et sinon, on trouve aussi les fonctions indicielles, d'accord, donc qui nous donnent des indices sur des choses décrites. Donc, on peut retrouver ici donc la métonymie et la synecdoque, d'accord, normalement avec des longues descriptions ou des métaphores et des comparaisons dans une fiction réaliste, d'accord. Et puis, finalement, nous passons aux caractéristiques du texte descriptif numéro 5, la description productive. C'est une autre sorte, un autre type de description. Ici, nous avons d'abord les critiques des nouveaux romanciers comme Sartre qui écrivait dans les temps retrouvés, par exemple des Proust, dans les temps retrouvés, qui disait
c'est une perception grossière et fausse qui place tout dans l'objet alors que tout est dans l'esprit. D'accord? C'est ça, je disais, la description. Et puis, interprétons aussi dans le manifeste du surréalisme, il propose cette phrase. La description, rien n'est comparable au néant de celle-ci. Ce n'est que superposition d'images des catalogues. Je veux qu'on se taise quand on cesse de ressentir. D'accord? Donc, nous allons parler aussi des 3 petits points dans la description productive. C'est dévoiler l'artifice d'abord. Donc, normalement, c'est les rôles des listes des prédicats qui se terminent par un point de suspension ou par un etc. Et affiche l'opération de sélection qui est à la base des descriptions. Donc, c'est les rôles aussi des corrections, des ajouts, des hésitations ou les faits recherchés et d'attirer l'attention du lecteur sur la subjectivité descriptive, alors que l'écriture réaliste cherche à effacer la présence du descripteur au moyen du détail. Donc ici, dans la description productive, d'abord, avec les dévoilés l'artifice, on veut dire qu'on ne veut pas beaucoup dire sur la chose pour que le lecteur soit lui qui interprète, d'accord, et qui décrive lui-même d'après sa propre lecture. Et puis, dans un petit deuxième point, enrayer l'illusion référentielle, d'accord. Donc, elle se réalise par un effacement ou une manipulation des repères traditionnels. On le trouve aussi, par exemple, avec la négation, non? Quand on ne décrit pas quelque chose, on la décrit aussi. Quand je dis, dehors, il y a du soleil, mais il n'y a pas un arbre, il n'y a ni un arbuste pour donner de l'ombre. Voilà, je dis ce qu'il n'y a pas, mais je décris la chose, d'accord? Pour donner une illusion référentielle. Et puis la matérialité des mots, d'accord, c'est la fonction donc génératrice, productive, créative de ce type de production, d'accord, où on trouve des jeux d'analogie, des recours à des signes polysémiques où l'on prend les mots dans son double sens, dans son sens des signifiés, des signifiants, d'accord. On trouve ici par exemple les allitérations. Les allitérations, on décrit aussi quand on a une allitération par exemple d'un certain son, c'est pour donner une sensation, une description aussi. D'accord? Et puis, finalement, nous allons nous passer des caractéristiques pour passer à la structure de la séquence descriptive. Voilà, on parle ici des séquences descriptives, il faut le rappeler, parce qu'on ne peut pas parler en fait d'un texte descriptif puisque il n'a pas d'autonomie, le texte descriptif, d'accord? Il n'existe pas en tant que soi, tout seul, ça n'existe pas. Donc, d'abord, les thèmes-titres avec un ancrage, si vous voulez, avec une mise en relation qu'on peut faire du thème-titre. Par exemple, l'homme est est aussi haut que les girafes. D'accord? C'est la mise en relation. Et puis, la spectralisation. Ses jambes, comment sont ses jambes? Sont super grandes. Et je ne vais même pas parler des pieds, des parties, les pieds. D'accord? Donc, mise en relation avec l'expectation du thème-titre avec un ancrage. Puis, on parle des propriétés et des parties. Et les parties, en fait, c'est une aspectualisation qu'on fait. Et puis, si on la met en relation encore, ce qu'on a, c'est une sous-thématisation. Et on pourrait encore parler des propriétés, un ancrage dans la sous-thématisation et des parties. Et puis, finalement, une reformulation ou une affectation. D'accord? Ça, c'est évidemment volontaire, puisque, comme disait Valérie, on peut décrire un chapeau en 20 pages et une bataille en 10 lignes. D'accord? Donc, évidemment, la structure, elle est totalement ouverte, même si ce serait la structure de la séquence descriptive classique. Dans l'exploitation pédagogique, on pourrait parler comme dans l'essence de la focalisation, si c'était octoriel ou actoriel, on pourrait parler de qui décrit dans un texte. Qui est-ce qui décrit, d'accord? Et quoi décrit-il? Comment décrit? Où est-ce qu'on est? Quand est-ce qu'on est dans la séquence narrative? Voilà. Ce sont des activités qu'on pourrait travailler. On pourrait aussi essayer des plans d'activités. Je vous laisse évidemment cette partie toujours à vous pour la faire encore plus personnelle. Et puis, dans la conclusion, on pourrait aussi parler, comme dans les thèmes 8, du manque de feedback instantané, puisque l'on parle normalement ici de récits, d'un texte écrit descriptif. Et donc, on a besoin de la description parce qu'on a besoin d'une adéquation, d'accord, d'une anticipation et d'une explicitation pour éviter les malentendus. Voilà, c'était tout pour les thèmes 32. Ça a été un peu plus court parce que, comme je vous avais dit,
J'ai laissé la partie numéro 5, pardon, la partie numéro 1, la description du texte et les plans d'organisation textuelle dans le thème 31. Alors, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, laissez votre commentaire et mettez votre puce. Et voilà, à la prochaine. Au revoir.